Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, une émission extrêmement spéciale puisque nous avons l'honneur et la joie d'être reçus par Monsieur Fabrice Duhay. Bonsoir à vous tous. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom ? Normalement, on le prononce à la flamande. Duhels, ouais. Ok. Ben, merci de nous recevoir, ça fait vraiment plaisir et ça fait longtemps qu'on voulait faire cette émission. Donc on va revenir sur ta carrière pendant une première partie d'émission et puis ensuite nous avons eu la chance de voir Mal d'Aurore et donc nous parlerons plus spécifiquement de ce dernier film dans la deuxième partie de l'émission. Tout ce que vous voulez, moi. Alors, on va revenir un peu, pas aux origines, mais pas loin. Donc, entre, en gros, la fin de vos études à l'INSAS, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à vos premiers courts-métrages, quel était plus ou moins votre parcours, en incluant éventuellement ce que vous avez fait pour Canal+. Que te dire ? J'ai toujours voulu faire du cinéma. Toujours. Moi, j'ai été mis en pension très tôt. À l'âge de 7 ans, j'étais dans des pensions un peu rigides. J'ai fait beaucoup de jésuites, etc. C'est là que ma passion du cinéma est venue. C'est parce qu'on avait un ciné-club le mardi ou le mercredi soir où un prêtre jésuite en particulier, nous montrait des films d'action, principalement. Et c'était vraiment un rendez-vous pour moi assez exceptionnel à chaque fois. C'était les années du VHS, donc j'ai un peu grandi. De toute façon, de manière compulsive, je regardais des VHS. C'était la grande époque des vidéoclubs. Donc j'avais une sorte de deal avec ma mère, c'est que chaque fois que je rentrais, j'avais la possibilité de louer énormément de cassettes vidéo. Et forcément, le rayon horreur m'intéressait tout particulièrement parce que sur les jaquettes, c'était chaque fois des promesses très particulières, encore une fois, où on voyait des monstres, des femmes sublimes à moitié nues. Donc tout ça excitait énormément mon imagination. Mais je pensais plus être comédien. Je me voyais plus devant la caméra ou au théâtre, parce que très vite on était initié par les prêtres aussi. Et donc, beaucoup plus tard, j'ai fait une école de théâtre, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait le Conservatoire de Liège, notamment. J'ai fait une école à Paris. Et puis très vite, j'ai senti que le conservatoire, en fait, être acteur, c'était trop laborieux. Dans le désir de l'autre, c'était toujours un petit peu compliqué. Et j'avais envie d'être indépendant. À l'époque, ma cinéphilie était assez développée déjà, et j'avais déjà envie de faire des courts-métrages ou faire des films. Et j'ai essayé l'examen d'entrée à l'INSAS. Et je suis rentré en mise en scène théâtre. Donc en fait, j'ai une formation plutôt théâtrale qui m'a beaucoup aidé et qui continue à m'aider beaucoup, notamment sur les textes, la dramaturgie, les grands auteurs, etc. Mais il y avait une espèce de dichotomie entre mon travail à l'école sur les grands auteurs et puis le soir, avec les copains, on regardait vraiment des films d'exploitation pratiquement toute la nuit. Enfin, on avait vraiment une espèce d'obsession pour ces films un peu bas de gamme qu'on adorait. Et donc tout ça m'a poursuivi pendant longtemps, et encore aujourd'hui, en fait, je suis vraiment entre les deux. J'aime autant le cinéma d'exploitation, parce que je préfère dire toujours cinéma d'exploitation, parce que je pense que le cinéma de genre, qu'on nous ressort à tort et à travers, ne veut rien dire. Je pense, je viens du cinéma d'exploitation, mais donc j'ai une formation plutôt de comédien et plutôt théâtrale. Et comment ton background technique, justement, tu l'as appris ? Je l'ai appris sur le tas. J'ai commencé, comme tu le disais, à travailler à Canal+, très tôt. D'ailleurs, je continue. Maintenant, c'est BTV et je continue à travailler pour eux. Mais à l'époque, c'était Canal+ Belgique. Je travaillais aussi pour la France. Mais on faisait énormément de sketchs à l'époque. Des sketchs, des bêtises qu'on tournait du jour au lendemain. Plus dans un registre comique ? Oui, forcément, c'était des sketchs un peu grossiers, on va pas se mentir. J'ai tourné aussi pendant longtemps une petite émission qui s'appelait Culturo, avec mon camarade Pingouin, l'homme qui mangeait des sardines vivantes. Et donc, en fait, c'était chaque fois construit comme un petit court-métrage. Donc, on devait se débrouiller pour trouver les décors, les costumes pour le lendemain, les accessoires pour le lendemain. Donc ça, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai rencontré Benoît Deby, par exemple. C'est comme ça que Benoît et moi, on commençait à travailler sur
sur ces petits sketchs. Et c'est comme ça qu'on a fait notre premier cours ensemble. Ouais, et tu parles de ta cinéphilie. On le sait, tu as une émission ici, tu présentes des films. Enfin voilà, là, c'est une part importante. Quand tu te lances sur ton premier... Je peux te tutoyer ? Bien sûr, ouais. Évidemment. Quand tu te lances sur ton premier long Calvaire, qu'est-ce qui passe devant ? C'est la volonté de rendre hommage, de faire un peu ton massacre à la tronçonneuse, je veux dire, dans les Ardennes, ou c'est la volonté directement d'amener la patte d'un jeune auteur qui arrive peut-être avec la foi, quoi. Écoute, très franchement, mon premier film, c'était... je devais le faire. Ça a été long. Ça a été 5 années. Le cinéma horrifique, à l'époque, en Europe, en Belgique, n'existait pas. En France, c'était très, très compliqué. L'année d'avant, en 2003, je crois, Alexandre Aja avait fait Haute Tension, ce qui avait ouvert une porte véritablement à un nouveau type de genre, enfin de films horrifiques. En tout cas, dans le monde francophone, ça avait été un gros succès à l'époque. Moi, j'ai tourné Calvaire l'année juste 6 mois après, enfin l'hiver, à l'hiver 2003, entre l'hiver 2003 et le début de l'année 2004. Et je voulais juste faire ce putain de film, quoi. Je me posais même pas la question ça avait été tellement difficile pour arriver jusqu'à boucler le financement et démarrer le premier jour de tournage que j'imaginais rien. J'imaginais juste faire le film. Après, il se trouve que tout a été très, très, très précipité. Donc, j'ai passé 5 ans à désespérément vouloir faire ce film. Et puis j'ai tourné, je pense en décembre, janvier, enfin je pense qu'on a terminé le film en février, un truc comme ça. Et quelques semaines plus tard, on nous annonçait qu'on était la semaine de la critique à Cannes. Donc tout s'est emballé très très vite. Et ça a été vraiment une espèce de maelstrom très, très particulier. Je voulais juste le faire. De manière obsessionnelle, c'est-à-dire que ça me rendait malade, ça pourrissait ma vie, parce que à ce moment-là, je rencontrais de telles difficultés pour aboutir le financement, pour enfin voir le jour, que le film puisse voir le jour. Ça me rongeait, quoi. C'était vraiment quelque chose. C'était vraiment une période très, très particulière. Mais j'avais une rage, je l'ai toujours, hein. Je pense que je ne l'ai pas perdue, en fait, cette rage-là. Mais à ce moment-là, c'était le premier film. On y met tellement... C'était vraiment presque... Bon, alors, c'est un peu con de dire une question de vie ou de mort, c'est un peu ridicule. Il y a bien pire, mais c'était très important pour moi, quoi, d'arriver en tout cas à ce premier jour. C'était 5 ans de réécriture sans cesse, de retravail sur le scénario. On te renvoyait qu'il fallait retravailler. Non, c'était pas vraiment sur le scénario, c'était vraiment sur le financement. C'est-à-dire que j'avais fait un court-métrage avant, au début des années 2000, qui s'appelait « Quand on est amoureux, c'est merveilleux », qui avait été vraiment complètement ignoré par tous les festivals majeurs dans le monde francophone, même partout, hein, ignoré complètement. Il a eu une sélection à Gérard May 2 ans après, où il a gagné le prix d'ailleurs, ce qui a permis après de faire exister un peu le film. Mais je pense aussi, c'est parce que dans Quand on est amoureux, c'est merveilleux, il y avait une scène de pornographie frontale qui, à l'époque en tout cas... décapiter le film, le mettait hors concours directement. Et donc en fait c'était principalement sur le financement du film. J'avais un producteur français puis, qui est parti à un moment donné, qui n'arrivait pas à monter le film. Et puis j'en ai rencontré un autre, Michael Gentil, avec qui j'ai fait mon 2e film, Vignane, qui lui m'a dit « mais t'inquiète pas, on va y arriver ». À l'époque, je travaillais avec Vincent Tavier, qui est toujours un proche et un ami. Mais Vincent, on avait eu la fédération, qui s'appelait encore la commission de la communauté française à l'époque. Donc on avait eu un peu d'argent, donc on imaginait que c'était possible. Mais Wallimage nous avait jetés à l'époque, c'était probablement un peu trop tôt pour eux. Il y avait une incompréhension sur cette typologie de film, une véritable incompréhension. On n'a pas eu Canal, c'était les débuts du Tax Shelter, donc heureusement le Tax Shelter nous a sauvés. Et puis surtout, aujourd'hui ça paraît fou parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui se tournent chez nous, énormément, mais à l'époque il n'y avait rien. C'était avant le Tax Shelter, c'était vraiment la zone, quoi. Il y avait peut-être un film ou 2 qui se tournaient par an, et encore, dans quelles conditions ? Je pense qu'on ne s'imagine pas aujourd'hui, les jeunes gens de 20-25 ans ne s'imaginent pas à quel point c'était la zone à la fin des années 90 et début des années 2000, à quel point le cinéma belge, en tout cas, n'existait pratiquement pas. Il y avait eu certes Toto le héros,
C'est arrivé près de chez vous et les films des Frères Dardenne. Mais je pense que le déclencheur, ça a été vraiment la Palme d'Or de Rosetta, des Frères Dardenne, qui a fait exploser, en fait, qui a fait changer en fait toute la structure et le Tax Shelter qui est arrivé quelques années plus tard. Donc voilà, moi c'était très difficile d'arriver à imposer en fait cette vision de ce film qui était un peu et qui est toujours une sorte de film malade, un peu étrange. Une sorte de mélange bizarre, quoi. C'est un film qui est né avant ton court-métrage, parce qu'il y a quand même beaucoup de parenté justement avec ton court-métrage, thématiquement, même dans certaines scènes, le go-go dancer qui vient, qui peut faire penser à Laurent Lucas dans Calvaire. Est-ce que c'est quelque chose qui préexistait avant ton court-métrage, ou tu as eu envie de prolonger des éléments de ton court-métrage? Non, je pense qu'il y a eu le court-métrage, et c'était encore une fois l'époque où je faisais beaucoup de sketchs pour Canal+. Donc il y avait une espèce j'avais un compagnon d'écriture, Romain Prota par exemple, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui avait une vraie facilité de sketch, donc de caricature, et donc forcément on écrivait toujours des choses, mais très franchement, même sur le court-métrage, je me souviens que le court-métrage était écrit presque comme une comédie, en fait c'était assez drôle, presque comme un sketch. C'est vraiment à la réalisation que je me suis rendu compte que j'étais rattrapé par une cinéphilie que j'avais intégré. Ça allait de Fulci à Polanski. Enfin, j'avais intégré des choses. Et je me souviens à l'époque que Benoît Deby n'avait pas vu, par exemple, les films d'Argento. Et donc, je lui montrais absolument tous les films d'Argento, les films de Fulci, tous les giallo, en fait, beaucoup de giallo, sur lesquels il a construit toute pratiquement sa carrière. Encore aujourd'hui avec Gaspard Noé. Et donc, c'était une période un peu étrange, presque. C'est comme si je découvrais en fait quelque chose que je pouvais faire. Tu vois, très vite sur le court-métrage, je voyais que je pouvais mettre à profit mon expérience théâtrale dans la direction d'acteur, où je me sentais très à l'aise avec les acteurs, j'arrivais vraiment à les diriger de manière très précise. Et avec Benoît, on découvrait en fait les choses, et je me souviens que ça étonnait pratiquement toute l'équipe, parce que il y avait un plan dans le couloir, je ne sais pas si vous voyez ce plan dans le couloir où Edith Lemerdy marche, il y avait juste une ampoule. Le chef électro était horrifié, il disait mais on ne va rien voir, il faut pas faire comme ça. Et je disais à Benoît, mais oui, vas-y, on y va. Et effectivement, on voyait les rushs, c'était encore l'époque, on tournait en pellicule, donc il fallait attendre les rushs, etc. Mais très vite, quand on voyait les résultats, on était proche en fait de certains films qu'on adorait. Et donc ça nous excitait beaucoup. Même chose pour Calvaire, quand on tournait Calvaire il y a toute la scène avec le plan séquence, avec le cochon, etc., qu'on a réussi à tourner dans un studio. Je me souviens d'un monsieur de Synergie, je crois, dont le nom m'échappe, je crois qu'il est décédé aujourd'hui, mais lui, il est venu avec sa cellule, et c'était tellement sombre qu'il disait, il était vraiment en panique, il disait, mais on va rien voir là, il n'y aura rien sur l'image. Et à Benoît qui disait ouais. Enfin, tu vois, c'était vraiment très particulier. Et effectivement, on prenait des risques beaucoup. Et si tu veux, dans cette espèce de classicisme que peuvent avoir certains techniciens de l'époque, en tout cas, plus aujourd'hui, parce que ça se passe plus du tout comme ça, qui étaient encore élevés à l'ancienne avec l'argentique, ils étaient horrifiés de la manière dont on travaillait. Et ça, c'était quand même très, très, très particulier. Je ne sais plus à quelle question exactement c'était, mais donc j'ai un peu digressé. Non, c'était justement pour savoir si Calvaire était né en termes de projet d'écriture, s'il était dérivé de ton court-métrage, ou si c'était quelque chose auquel tu avais réfléchi après, quoi. Non, parce que en fait, je me souviens qu'après le court-métrage, avec Romain, on se voyait de temps en temps, et je voulais faire désespérément un long-métrage, et on avait cette idée un peu absurde, mais qui démarre comme une blague, en fait, comme un sketch, d'un type qui prend un autre type pour sa femme disparue, quoi. Et donc ça nous émarrait, en fait. C'est pour ça que j'ai toujours soutenu la thèse que Calvaire était une comédie noire. Enfin, pour moi, il y a des éléments de comédie noire, véritablement. Je pense qu'après, la forme, la tension, l'ambiguïté du film et peut-être le malaise du film prend chez certaines personnes beaucoup de place. Mais non, ça a démarré vraiment comme une blague. Et on a eu pas mal de problèmes de scénario, mais le film, avec le temps, là, justement, a maturé autrement. Et je crois aussi qu'il y a eu quelque chose... Ça, je pense que je l'ai déjà dit en interview, mais je pense que si j'avais tourné le film, par exemple, en 2001 ou en 2002, le film aurait été très différent.
Parce que je crois que j'ai fait une découverte majeure pour moi à ce moment-là, qui était le cinéma de Buñuel, qui m'a vraiment fasciné à ce moment-là. J'ai vu pratiquement tous les films de Buñuel. J'ai eu une période vraiment où j'étais obsédé par le cinéma de Buñuel. Cette espèce de drôlerie froide comme ça, très grinçante, mais très profonde, presque surréaliste. Et au moment aussi où j'ai découvert énormément tous les mouvements surréalistes, etc. Ces ruptures de ton qui sont assez spécifiques à ton cinéma aussi. Oui, je pense que ça a aidé aussi beaucoup à la maturation du projet. Il aurait été très différent. Probablement plus violent, mais violent dans une violence peut-être plus graphique. Plus graphique, ouais. Moi, je me permets de réinsister sur quelque chose parce que ça vient pas mal de toi. Tu parles énormément de tes références quand tu parles de tes films. Il y en a qui sont plus ou moins visibles. Je parlais de Massacre, il y a Les Révoltés de l'an 2000, il y a Les Tueurs de la Lune de Miel, La Nuit du Chasseur. Tout ça, ça plane toujours autour de tes films. Comment tu inscris tes films à toi, sous l'égide de ces immenses films-là ? Bonne question, je n'en sais rien. Après, je pense que je suis un peu débarrassé de ça aujourd'hui. Très franchement, je pense qu'il y a moins de porosité entre mon travail de cinéphile et mon travail de cinéaste. Je suis d'abord un cinéphile, ça c'est sûr. Je préfère le cinéma des autres, m'intéresse plus, vraiment, très sincèrement, que mon propre cinéma. Après, quand je fais un film avec tout mon cœur, tout mon corps, toute mon âme. Mais je suis très intéressé par le cinéma des autres, et pratiquement tous les autres. Je vois pratiquement tout. Bon, parfois c'est un peu dur, il y a des choses qui me tombent des yeux, la plupart du temps ça me tombe des yeux, mais j'essaie de voir tout pratiquement, surtout aujourd'hui. C'est pour ça que de plus en plus je m'intéresse au cinéma du passé. Non, peut-être parce que je deviens un vieux con, mais aussi parce que je trouve qu'il y a là une multitude de grands films inconnus à découvrir. Je fréquente le Festival de Bologne ou le Ritrovato avec mon fils depuis quelques années. C'est vraiment un moment qui est exceptionnel. Effectivement, je crois que sur mes débuts, dans mes premiers films, il y avait toujours une porosité et qui a duré longtemps. Je pense que jusqu'à Mal d'horreur, où là, je crois sincèrement m'être débarrassé. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont intégrées, mais qui sont malgré moi, ou qui apparaissent de manière inconsciente. Mais je ne cherche pas à reproduire. Je pense que je n'ai jamais cherché à reproduire. Mais effectivement, je vois bien qu'il y a des films qui sont des films que j'adore, matriciels, qui planent au-dessus de mes propres films. Tous les films que tu as cités, Les Révoltés de l'an 2000, Vignane, Les Tueurs de la Lune de Miel, Alléluia, Massacre à la tronçonneuse, Calvaire. La liste peut être un peu plus longue. Mais je me suis détaché de ça aujourd'hui. Très franchement, je le pense. Alors peut-être que certains diront autre chose sur Mal d'horreur. Il y a des gens qui me parlent beaucoup de Deer Hunter sur Mal d'horreur. Bon, il y a pire référence. Il y a pire référence, mais ce n'était pas conscient. Je le jure, ce n'était pas conscient. Alors que les autres, c'était conscient. Je me disais, voilà, je vais faire un truc comme ça. Mais c'était pas du tout conscient. Sur Mal d'horreur, on en reparlera de Mal d'horreur tout à l'heure. Mais c'est très difficile. Enfin, tu vois, par exemple, comment je peux dire ça ? Pour moi, le cinéma, c'est une religion. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu absurde, mais c'est vraiment une religion. C'est-à-dire que j'ai une foi indestructible dans le cinéma, vraiment. En tout cas, moi, le cinéma me sauve, me permet de vivre mieux. Donc j'essaie de partager de plus en plus, et avec l'âge, de plus en plus, j'essaie de transmettre aussi mon amour du cinéma à mes enfants, à mon fils, mais aux autres. Donc c'est forcément, il y a de la porosité, quoi. Alors pour reprendre un peu le fil de ta carrière de manière plus classique, après tu fais Vignane, ouais. C'est un film aussi assez compliqué, dangereux, risqué. Comment tu t'embarques là-dedans après Calvaire ? Eh ben parce que je me souviens qu'au Festival de Toronto, à un moment donné, on a l'idée de faire un remake des Enfants de l'an 2000. Donc je suis au Festival de Toronto avec Calvaire et je discute avec mon producteur, Michael Gentil, mon producteur français, quelques personnes, on est à table et l'attaché de presse Michel Borstein, avec qui j'ai longtemps travaillé, on parle du tsunami, tu vois, qui vient de frapper la Thaïlande ou l'Indonésie, et on se dit qu'il faudrait... qu'il y a peut-être un truc à faire, c'est faire un remake des Enfants de l'an 2000. Donc on cherche à faire le remake des Enfants de l'an 2000, sauf que c'est très compliqué.
Parce que Serrador, Plans ne se parlent, donc l'auteur et le réalisateur de film ne se parlent plus. Del Toro a cherché à choper les droits du film, n'y est jamais arrivé. Récemment, il y a un remake qui a été fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais qui est épouvantable. Donc voilà, c'est compliqué. Et puis, deux des révoltés de l'an 2000, en fait, le film Davis, enfin le projet Davis glisse vers Vignan, qui est un scénario plus écrit que le film qui existe aujourd'hui, avec vraiment un rapport de couple beaucoup plus écrit au début et quelque chose de beaucoup plus établi à la fin, de plus classique. On arrive à le monter parce que les Anglais, Film fort, à l'époque, avaient beaucoup aimé Calvert, donc veut participer au film à condition que le film soit en anglais. Je n'arrive pas à trouver d'actrice anglaise. À l'époque, je voulais Emily Mortimer, qui ne me répond jamais, malheureusement. Elle ne m'a jamais répondu. Et donc, Michael Gentil, mon producteur, me parle de Emmanuelle Béard. Moi, à l'époque, je suis assez réticent à l'idée, je dois le dire. Sauf que la première fois que je la vois, voilà, il se passe quelque chose. C'est Emmanuelle Béard. Elle porte un truc dans le film. Hein. Voilà, il se passe quelque chose. Donc, Rufus Sewell, finalement, accepte de faire le film parce qu'à un moment donné, il refuse, puis finalement, il revient. Et donc, on s'embarque sur ce projet-là. Je connais peu la Thaïlande, j'y passe beaucoup de temps, mais il y a le Black Friday. Donc, c'est-à-dire le Black Friday en Angleterre, c'était la chute complète du tax shelter anglais. Et donc là, je perds 1 million d'euros. Et je suis jeune, oui, de toute façon, voilà, j'ai toujours eu un tempérament très impétueux. Voilà, parfois, je ne mesure pas les risques. Et je décide, même si tout le monde me dit « mais non, mais tu peux pas faire le même film, etc. » Je veux garder l'entièreté de mon scénario. Et finalement, je me prends un mur. Il y a des choses que je peux pas faire. Il manque 1 million d'euros, c'est un quart du film. Le film était à 4, on l'a fait à 3, à peine à 3. Et ce qui est beaucoup d'argent pour un deuxième film en Thaïlande, mais bon, vous voyez la logistique du film. C'est pour ça que le film est malade. Je l'ai plus revu depuis longtemps. J'ai beaucoup souffert avec ce film, je dois dire aussi. J'ai beaucoup souffert. L'accueil du film a été particulièrement douloureux. J'ai mis du temps à m'en remettre, je dois bien avouer. La critique française t'a pas trop épargné sur ça, quoi. La critique française, la critique internationale. Alors. J'aimerais beaucoup revoir le film un jour de manière un peu plus... Bon, ça fait maintenant presque 15 ans, mais il faudrait que je le revoie. Mais il y a des moments dans le film que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un film malade. Je pense que c'est un film qui aurait pu probablement... il faut apprendre. Voilà, j'ai péché par orgueil. Je voulais faire Apocalypse Now. Seulement, j'avais 31... 32, j'étais jeune, j'avais pas les épaules, j'avais pas Non, voilà, mais là, tout était bordélique. Mais en même temps, dans ce bordel-là, moi, Tu cherches à t'y mettre aussi. Oui, complètement. Quand tu fais un film. Je jouis en fait complètement du bordel, du chaos. Mais ça m'a amené loin, ça m'a amené à des gros problèmes par la suite, notamment sur Col 45, où là, j'ai eu des gros problèmes. Mais bon, j'ai survécu. Thomas Langman ne fait plus de films. Emmanuel Montama ne fait plus de films. Julien Arnoux ne fait plus de films. C'est dommage. C'est très dommage. Donc tous ces gens-là... Joe Star fait peu de films. C'est bien dommage aussi. Gérard Lanvin aussi, mais enfin, soit. Mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, je me suis souvent approché du feu, je me suis brûlé quelques fois. Et aujourd'hui, je pense que je suis mieux entouré. J'ai des producteurs amis. Emmanuel Chiche, Jean-Yves Roubin sont des gens, sont mes amis d'abord, et c'est des gens qui me cadrent et qui arrivent en tout cas à rendre concret certains rêves de réalisation dans un contexte qui est le contexte du cinéma aujourd'hui, qui est parfois un peu particulier. Et justement, pour dériver sur Col 45, on voit que la réception de Vignan t'a beaucoup affecté. Moi, je trouve que c'est un film, ça a été un choc esthétique quand je l'ai découvert en salle. Je peux voir que dans le dernier tiers, peut-être où je me perds un petit peu au niveau du ressenti au niveau des personnages. Je trouve que tu y aboutiras beaucoup plus, à mon sens, dans Adoration, qui a à peu près le même trajet à des endroits, mais j'ai l'impression que les purs narratifs d'Adoration jouent dans le dernier tiers du récit, dans cette bascule-là. Dans Col 45, au-delà de tout ce qu'on connaît des problématiques de tournage, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le projet ? Qu'est-ce qui a été évacué, par exemple, des 30 pages que tu n'as pas tourné du scénario de Fatih Bediar ?
Ce qui m'a d'abord intéressé beaucoup dans le projet, c'est le scénario. C'est le scénario de Fatih. Donc c'est ma première rencontre avec Fatih Bédiard, qui est un personnage, qui est mon ami, que j'aime beaucoup, mais qui est un personnage. Fatih est un scénariste, à mon avis, prodigieux. Il y avait un scénario qui était ample, qui avait une vraie profondeur, le parcours de ce jeune Vincent Millès, qui avait des dilemmes, il y avait vraiment des choses qui étaient très très riches. Je pense encore que ce scénario, si par exemple je le recevais aujourd'hui, j'en ferais autre chose. Je pense que j'aurais probablement réussi à le faire et dans son entièreté. Mais là encore, j'ai péché d'orgueil. Je pense que j'ai mis la forme avant le fond. J'ai mis ma propre exigence esthétique avant la simplicité narrative. Bon, ça a été vraiment un tournage très difficile. Aussi, j'avais une revanche à prendre. Je venais d'un échec douloureux avec Vignane. J'avais envie de faire un film populaire. J'ai toujours eu envie de faire du cinéma populaire. Il y a toujours, avec Mal d'Aurore, on Voilà. en reparlera, il y a ça. C'est vraiment une volonté réelle chez moi. Hein. C'est pas du tout une pause. Je veux vraiment me sortir de cette ornière du cinéma d'art et essai. Je veux vraiment pouvoir faire du film qui touche le plus grand nombre. Avec des thématiques personnelles. Donc j'avais envie réellement de faire un film populaire. Et puis à l'époque, c'était Thomas Langman. Ça paraissait quand même assez incroyable parce que c'était un grand producteur à l'époque. C'est un héritier. Il y avait beaucoup de choses qui m'impressionnaient autour de Thomas. Il préparait The Artist. Mais tu vois, toute cette période-là, la période dorée, j'y étais. J'ai vu le pire et le meilleur, quoi. J'ai vraiment vu le pire et le meilleur. Et puis après, les problèmes ont commencé avec une espèce de manière de fabriquer du cinéma qui n'est pas la mienne. Donc on surpaye des acteurs, c'est un environnement toxique, il y a beaucoup de substances. Bon, c'est un environnement aussi qui est pré-MeToo, tu vois, qui est avant une certaine libération dans le cinéma. Donc tout est permis, en fait. Les gens se défoncent dans les bureaux, on fait venir des putes. Je veux dire, j'ai vu des choses complètement délirantes dans cet environnement. Et puis des acteurs qui sont payés à rien foutre 50 000 € par jour. Donc ça, je l'ai vu aussi. Complètement décalqués, balbutiants, qu'il faut traîner parce qu'ils sont ivres, qui pissent sur le plateau. Des choses quand même qui dévissent, donc qui me rendent fou. Et donc je me contiens, et à un moment donné j'explose, et je me bats avec Joey Starr sur le plateau. Donc Joey Starr impose que je sois viré, donc il me sort pratiquement de la salle de montage. Effectivement, il manque énormément de choses pour que le film soit complet. Hein. Des choses que tu n'as pas tournées. Non, des choses que j'ai pas tournées. Dans le film qui existe aujourd'hui, que je n'ai pas vu, il y a des retakes qui ont été faites sans moi. Et on m'a dit d'ailleurs que c'est assez visible. Hein. Voilà. Assez visible. Pour moi, il y a des séquences qui sont assez visiblement encore les tiennes. Ouais. Après, sûrement avec des nuances que Ouais. tu n'as pas pu avoir au montage, j'imagine. Et d'autres où c'est comme le nez au milieu de la figure, que ça n'émane pas de ton cinéma, quoi. Non, c'est comme la musique, tu vois. Moi, j'ai rien contre le compositeur qui a composé la musique de Col 45. J'ai rien contre lui, hein. Mais bon, voilà, c'est pas du tout ce que j'aurais fait, par exemple. Parce que je l'ai entendu, ça. Mais bon, de toute façon, c'était prévisible. Je suis vraiment pas un joueur de poker. Je pense que j'arrive maintenant à être un peu moins impulsif, un peu plus réfléchi. Mais voilà, j'étais tout le temps dans une impulsion, dans une foi telle du cinéma, dans le geste, dans cette volonté d'en découdre, que voilà, je me suis fracassé. On avait un scénario de 120 pages ou 130 pages, j'en ai tourné 79. Donc vous voyez bien que ce film est complètement malade, avec des acteurs calamiteux. Gérard Lanvin, Joey Starr, ils sont calamiteux. Jean Lanvin, il sait pas lire, il sait pas écrire, il a une moumoute, il se regarde tout le temps. Enfin, c'est quand même le type le plus ridicule, le plus ringard du monde. Et l'autre, enfoiré de Joey Starr, c'est lui, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste contre-productif. Tu ne peux pas aller contre eux. En plus, à l'époque, c'est des méga stars. Joey Starr, il sort de Police, tu vois. Moi, je me souviens, on a négocié la production, La Petite Reine a négocié le cachet de Joey Starr avec son agent le jour de la sortie de Police. Donc, ils ont démarré à 5 000 jours, on a terminé à 50 000 jours. Parce que les chiffres de Police, tout au long de la journée, montaient. Donc,
Enfin, voilà, tout était comme ça à l'avenant. Tout était n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment un spectacle édifiant, affligeant. Alors, j'ai ma part de responsabilité, je me dédouane pas, j'ai laissé faire. Je voulais imposer Imanol Percé. Je pensais que j'allais faire quelque chose avec Imanol. Donc, on m'a dit, OK, tu peux finalement, mais tu dois prendre des grosses machines à côté. Ces grosses machines m'ont pourri la vie. Je me suis très très vite aliéné. J'étais avec Benoît Dehuys, c'est mon dernier film avec Benoît. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est séparés, parce que ça a créé aussi énormément de tensions entre nous. On n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait. On tournait en 35 mm en plus. Donc c'était très exigeant techniquement. On était dans les rues de Paris. C'est quand même compliqué de tourner à Paris. Enfin, tout ça a fait que... Ça a déréglé, ça a dévissé complètement, quoi. Et donc, après, il y a toute la post-production du film qui a été particulièrement pénible pour moi, parce que voilà, c'était de nouveau un échec, mais très, très violent. Il y a eu 2 ans qui sont passés entre la sortie du film et le tournage. Oui, parce que le film a été très, très long. Il y a eu des retakes, il y a eu des montages successifs. Ils n'arrivaient pas à boucler le film. Moi, j'ai été complètement écarté. Donc je sais que Joe Star et Lanvin ne voulaient plus que je sois du tout attaché au projet. Thomas Langman, c'était pas lui qui gérait directement la production du film, c'était son associé de l'époque, Emmanuel Montama, qui faisait ce qu'il peut. Et il faisait le nécessaire en tout cas pour aboutir le film, avec quand même des gros problèmes. Je sais plus qui a fait les retakes, je pense que c'est... le mec qui a fait le boulet, non, c'est possible. Et je crois. Forestier. Oui, c'est Forestier, ouais. C'est Forestier qui a fait, qui est pas désagréable, mais qui a été un peu l'homme à tout faire de Thomas Langman pendant des années. Enfin voilà, c'est-à-dire que moi j'étais complètement mis à l'écart. Ils m'ont tout fait, ils m'ont vraiment tout fait. Ça a été très particulier. On va pas s'étendre là-dessus pendant 107 ans parce que je pense que j'en ai déjà parlé souvent, mais c'est juste que je me suis retrouvé dans une situation où heureusement ce qui m'a sauvé, c'est que le Alléluia était financé. Ça m'a sauvé la vie, je pense, véritablement. Justement, donc pour parler de Alléluia maintenant, c'est un geste, justement pour le coup, c'est extrêmement radical, c'est un film simple, un film resserré, jusqu'au boutiste, presque. Moi j'ai trouvé que le film était presque punk dans l'esprit. Donc est-ce que Alléluia c'était vraiment une vraie catharsis par rapport à ces 2 échecs personnels successifs? Ouais, il fallait le faire, il fallait être jusqu'au boutiste. Je suis revenu un peu dans ma famille cinéma, j'ai retrouvé Vincent Tavier, j'ai commencé le travail avec Manu Dacos. Benoît a failli le faire, mais Benoît faisait, à un moment donné, il m'a abandonné pour le Wim Wenders, ce que je peux tout à fait comprendre. Et il avait la possibilité de travailler avec Wenders et j'ai complètement compris qu'il parte. Donc j'avais Manu Dacos à l'œil depuis un moment. J'ai rencontré Manu, mais Manu était tout jeune, et on a commencé à travailler. Et donc c'est sûr que c'était, j'étais en paix. C'était juste paisible. J'avais des acteurs que j'avais choisis. J'avais une équipe technique que j'avais choisie. Et puis j'avais surtout Vincent Tavier qui était un socle et qui a beaucoup, qui contribue toujours, qui est un vrai directeur artistique. Vincent, c'est quelqu'un qui a un regard et qui connaît le cinéma. Donc il m'a beaucoup aidé. Voilà, j'ai retrouvé aussi mon compagnon Emmanuel de Meulemester, qui est mon directeur artistique et mon chef d'écho. Donc voilà, j'ai pu recomposer quelque chose de manière presque familiale, avec une grande liberté de ton. On s'est beaucoup amusé. Ça a été très, très vivifiant, quoi. Et après, bon, le film n'a pas eu beaucoup de succès parce que je pense qu'il était assez extrême. Mais en festival, il a cartonné. C'est mon film qui a fait le plus de festivals. Il a vraiment une carrière incroyable en festival. Ce qui m'a redonné beaucoup d'air. Ce qui m'a redonné un petit peu d'air pour aller après... me refracasser sur un film américain. Voilà, tu vois, je mets du temps à comprendre les choses, quoi. Justement, tu parles de ton travail avec Manu Dacos. Dans tes films, très régulièrement, la lumière a une fonction véritablement narrative. Je pense dans Alléluia, il y a la scène il y a l'orgasme de Lola Dueñas. Tu as aussi la scène du tableau dans Inexorable. Il y en a plein. Comment est-ce que tu construis ces scènes-là avec Manu Dacos et comment est-ce que tu intègres le travail sur le cadre et la lumière d'un point de vue purement narratif? Alors, d'abord, je pense que je fais des storyboards. Je travaille avec Pascal de Grune. Je pense que c'était Olivier Legrain avec qui j'ai fait le storyboard de Alléluia.
Mais il est très important pour moi de faire un storyboard. Alors, c'est pas la Bible, c'est de moins en moins la Bible, mais c'est une manière pour moi, tu vois, de faire comme une sorte de brouillon visuel du film. Je suis toujours assez étonné que beaucoup de réalisateurs ne font pas de storyboard. C'est quand même un art visuel, ça me paraît la moindre des choses, en tout cas, de se confronter à... Parce que moi, je suis très dyslexique et je l'ai toujours été depuis bon, ça va mieux maintenant, mais je pense visuellement. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre écrire et mettre dans un cadre. Donc, tout de suite, les mots d'un scénario, quand tu les projettes dans un cadre, dans des petites vignettes comme ça, tu te forces à imaginer, à déjà faire un peu de mise en scène, même si c'est très brouillon. Alors après, sur la lumière... je suis assez dogmatique là-dessus, bon, même si j'essaie d'être de moins en moins dogmatique, mais à l'époque, sur Alléluia, je l'étais encore très fort. Donc j'ai contraint Manu Dacos, qui était très jeune, qui était un jeune chef-op, à des choses très très précises. C'est-à-dire que, par exemple, mais ça c'est de manière générale, je n'aime pas beaucoup quand il y a des pieds de caméra, enfin des pieds de caméra ou des pieds de lumière sur le plateau. Pour moi, un plateau, ça doit être vierge. C'est comme un plateau de théâtre, tu vois, ça doit être complètement... C'est une zone sacrée. Donc, les intérieurs, je les éclaire toujours de l'extérieur. Et les extérieurs sont éclairés de l'intérieur. Donc, avec Manu Dacos et Manu de Meulemeister, parce que souvent, on oublie de citer Manu de Meulemeister, parce que Manu de Meulemeister, c'est mon premier collaborateur, en fait. C'est la première personne qui lit les scripts. C'est lui qui fait les moodboards, c'est lui qui commence à rassembler des images, et c'est souvent avec lui que je pars en repérage. Donc on passe du temps en repérage, on définit des lieux, et puis quand on a défini les lieux, on fait venir Dacos. Tu vois, et on parle de comment on va organiser la lumière. Ce que la lumière va de jour, de nuit, et ce qu'elle va réfléchir, ce qu'elle va montrer, ce qu'elle va cacher. Et ensuite, on revient avec les acteurs, souvent un peu en amont du tournage, pour voir si ça fonctionne et pour affiner en fait une idée de mise en scène basée sur les storyboards. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que, pour être plus précis encore, c'est que donc, je commence avec Manu de Meulemeister, je définis les décors, je reviens avec Manu Dacos, et puis après, je fais le storyboard, et ensuite, après, je reviens avec les acteurs, où on affine et on modifie très probablement, très souvent, ce qu'il y a dans le storyboard. Tout ça avant le tournage, les Tout répétitions ça avant le tournage. des acteurs, tu fais des répétitions en décor. J'essaye toujours de faire des... Ou alors, on fait des répétitions nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se met en scène pour voir comment la lumière, ce qu'elle réfléchit, ce qu'elle donne. Parce que la lumière est un élément fondamental dans le cinéma en général, même si malheureusement je trouve que très souvent elle est complètement oubliée. Mais pour moi, c'est un élément très, 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 très important. Et ce qu'on montre, et ce qu'on cache, ce que raconte une lumière, c'est fondamental. Mais, justement, moi, c'est un truc, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est un truc qui m'a marqué en revoyant un peu tous tes films là. C'est que tu te permets, enfin, vous permettez avec tes chefs-op de laisser des zones d'ombre dans les plans, ce qu'on ne voit quasi plus aujourd'hui. C'est un truc, ça fait 40 ans, ça n'existe plus dans le cinéma. Et chez toi, même dans tes films récents, on retrouve ça. C'est assez marquant, quoi. Oui, mais en fait, je n'invente rien. C'est-à-dire que j'invente rien du tout. On voit le travail de Sordez, je pourrais en citer plusieurs, de chefs opérateurs de Clint Eastwood, par exemple, revoyons Bird, par exemple. C'est un film qui va très très loin dans l'obscurité. Bon, alors là, on est plongé dans les ténèbres du jazz. Tom Stern, je crois. C'est ça, c'est Tom Stern, tu vois. Il y a Bruce Surdis et Tom Stern, tout à fait. Mais donc, dans les westerns, dans beaucoup de westerns, la lumière est incroyablement utilisée, mais je pense que la lumière est une expression. C'est pour ça que depuis quelques années, je m'intéresse de plus en plus à la peinture, et notamment au ténébrisme, donc au Caravage, et toute l'école du Caravage, parce que la lumière est quand même très très puissante. Généralement, c'est une source. Je ne supporte pas d'avoir deux sources. Je peux demander à Dacos, c'est-à-dire que j'en suis malade. Parce que j'ai l'impression de tricher. C'est-à-dire que naturellement, normalement, la source, il y a une seule source. Sauf de nuit, tu vois, là, on a des plafonniers,
on est moche tous, on s'en fout, c'est pas grave, on n'est pas à la télé. C'est une émission radio, donc c'est ça. Mais tu vois, donc dans l'exercice, même si on faisait un film ici avec un plafonnier, eh ben, je serais tenté, si c'est ce que la scène demande, d'utiliser ça. En fait, je veux le moins possible tricher par rapport à la lumière, et puis surtout, je veux que la lumière épouse le maximum les contours du parcours dramaturgique du personnage. Et comme mes films traitent souvent d'obsession ou de psychose, ouais, c'est sûr que j'aime bien aller dans ces contours-là, notamment dans Maldoror, même si c'est probablement le film le moins dogmatique que j'ai fait, où j'ai pris énormément de liberté et je me suis libéré de beaucoup de choses. Il y a quand même des choses avec Manu, mais ça, c'est Manu, il les a intégrées aujourd'hui, en tout cas dans son travail avec moi. C'est sûr que quand il travaille avec Ozon, c'est différent. Hein. Avec Ozon, c'est suréclairé, c'est Ibiza, quoi. Je me fous bien de sa gueule avec ça. Mais en tout cas, chez moi, il sait que il y a très peu de sources, et que chaque source, ou alors dans le décor, tu vois, dans le décor, on intègre la source. On essaye souvent ça. On essaye ça le plus possible, c'est-à-dire que c'est vraiment une réflexion à trois, avec mes deux Manus. On réfléchit à comment on va intégrer une source lumineuse. Quand on est de nuit, par exemple, comment on intègre sans que ça fasse artificiel. Parce qu'on déteste ça. Et puis surtout, ça vieillit très mal. Il y a ça dans Inexorable, justement, la scène où le soir tombe sur le visage de Tout à fait. Bagaye Belouli. C'est presque un élément narratif à ce moment-là. Complètement. Tu le poses vraiment clairement avec le moment où il y a la bascule du jour dans la pièce, et Benoît Poelvoorde qui littéralement met un petit temps d'arrêt en rallumant la lumière. Je vous remercie beaucoup d'avoir noté cette scène, parce que personne ne la voit. Enfin, en tout cas, peu de gens la voient, et c'est une scène qu'on a adoré faire justement à cause de ça, parce que c'était une manière de mêler, d'associer en fait des éléments dramaturgiques à une lumière qui épouse en fait les contours de la scène. Dans Inexorable aussi, par exemple, la scène finale avec, tu vois, avec tu vois, La perceuse. il y a cette espèce de lumière de chantier. Ça, c'est une idée de dernière minute, parce que je n'arrivais pas à concevoir qu'on fasse une fausse lune ou qu'on fasse un truc de cinéma. Même si je pense que le Inexorable reste quand même je ne l'ai pas revu depuis un moment, mais je le reverrai probablement pas, mais je pense que le film est quand même très gialesque dans sa mise en scène, dans son déploiement de mise en scène, alors que j'ai voulu faire l'antithèse avec Maldoror, qui est beaucoup plus âpre, moins distant, moins froid. Inexorable se pose presque comme un exercice de style, presque même un exercice de ton style, où je trouve que tu poses clairement justement ces notions de lumière, elles sont clairement posées, avec la maison, les plans qui sautent, qui redéfinissent à des moments des espaces très clairs. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez assumé, j'ai l'impression que ça me donne. Complètement, c'est presque un film de dispositif. Ouais, c'est ça, sur un terrain beaucoup plus codifié, quoi. Oui. Tout à fait. Pour revenir un tout petit peu au processus d'écriture, donc il y a souvent Romain Prota, il y a eu Vincent Tavier aussi que tu as cité, Domenico de Laporta, pardon. Au niveau de ta méthode d'écriture, est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'il y a un processus qui est toujours le même, ou est-ce que en fonction de tes co-scénaristes ça change, ou chaque film est différent? Voilà. Alors sur l'écriture, c'est-à-dire que je pense ne pas être un scénariste. Je pense que j'ai beaucoup d'idées, je peux influer des projets, je peux suivre un scénario, mais je ne pense pas être un scénariste stricto sensu. Donc j'ai beaucoup tâtonné. Par contre, j'ai une énergie qui est forte, donc j'arrive toujours à aboutir les choses d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment ma rencontre sur Inexorable avec Domenico. Je connais Domenico depuis des années. Mais bon, Jean-Yves Robin, donc mon producteur chez Fracas à Liège, me parle de Domenico. Ils sont très amis. Et me dit, mais tu devrais faire lire le scénario à Domenico et le rencontrer, parce que je pense que vous pourriez vous entendre. Et moi, je ricane. Je dis mais Domenico Laporta, mais c'est le journaliste. Mais qu'est-ce que... Tu vois, je le prends un peu de haut, comme un con, quoi. Et non, Domenico me fait un retour, et je trouve super intelligent, super carré, et donc on se rencontre autrement. Et donc on commence à discuter,
Et je trouve que voilà, il a effectivement, il a une connaissance de la dramaturgie qui est absolument incroyable. Il a une vraie profondeur, et donc il me fait des suggestions et qui sauvent un peu le scénario, parce que le scénario d'Inexorable a quand même eu quelques petits soucis de gestation. Et donc très vite, il y a le confinement qui arrive. Donc on était censé tourner et puis finalement on tourne pas. Enfin le film est reporté après le confinement. Donc on est arrêté au mois d'avril, je pense, ou au mois de mars, et on reprend au mois de juillet, un truc comme ça. Et pendant ce temps-là naît de manière concrète l'idée de Maldoror. Et donc là je commence à travailler de manière précise avec Domenico, et je vois à quel point c'est un scénariste. Mais à l'ancienne, quelqu'un qui se pose des questions vraiment de scénariste. Et j'ai travaillé pratiquement avec tous les scénaristes de la place de Paris. Mais alors, les caves. Non, mais franchement, mais c'est fou. Ils savent pas écrire, en fait, les mecs. Ils prétendent qu'ils savent écrire, mais ils savent pas. Ils savent pas. Et Domenico est la première personne que je trouve, à part Fatih Bédiar, qui lui est vraiment, il a une connaissance dramaturgique très très forte. Mais Domenico est presque plus modéré, plus souple aussi dans sa manière de travailler. Fatih est parfois un peu difficile, à travailler avec lui c'est parfois un peu compliqué. Domenico pas du tout. Donc voilà, et même sur Caoutchouc, qui est mon prochain film, voilà, on termine le scénario ensemble, et je pense avoir trouvé vraiment quelqu'un que je cherche depuis un long moment. Donc c'est-à-dire que toi, tu as une envie de traiter d'un sujet, tu as des idées peut-être de scènes ou de mouvements ou de personnages, que sais-je, et après, c'est la sauce dramaturgique, elle est faite par ton co-scénariste. Oui, c'est-à-dire que généralement, j'influe l'idée, le point de vue. C'est-à-dire c'est très important d'avoir un point de vue. Je suis assez directif dans le point de vue, dans ma manière de voir les choses. Et ce qui se passe là, c'est avec Domenico, c'est un ping-pong. Donc c'est lui qui écrit. Il me renvoie. On discute, je fais des notes toujours très, très précises et très détaillées. On discute bien sûr avant les notes, on tombe d'accord, je fais des notes, il les intègre, et puis on avance comme ça. On avance comme ça en ping-pong, et je trouve qu'on va très très vite. On va très vite, et c'est solide. C'est solide, parce que Domenico pense les axes dramaturgiques, il a une connaissance, encore une fois... il écrit, tu vois, il a des cartes de dramaturgie, il donne des cours un peu partout. Enfin, il a contribué à faire beaucoup de jeux vidéo. Donc, il a encore une fois une vraie science, une connaissance de l'écriture et de la dramaturgie. Ce qui m'aide énormément. Parce que moi, je peux venir avec des idées très précises, mais il y a parfois des choses qui m'échappent. C'est un métier, quoi. C'est un métier scénariste. Je pense qu'on ne s'improvise pas... comme ça, scénariste, c'est quelque chose qu'on construit, c'est quelque chose qui s'apprend. Et donc la combinaison avec Domenico me paraît très très fructueuse en état. On a décidé d'écrire plusieurs films ensemble. On a une perspective, on travaille très très bien. Et voilà, il y a pas d'ego, tu vois. Et en plus, il y a pas d'ego. C'est très simple. On a fait un pas de côté parce qu'on n'a pas parlé de Message from the King et de Adoration. Surtout sur Adoration, donc c'est de nouveau après une expérience américaine qui s'est mieux passée, je pense, que Colt 45, mais où le film a été remonté dans ton dos, si j'ai bien compris. Donc de nouveau, il y a ce retour à un cinéma assez épuré, assez radical aussi, même si c'est beaucoup plus doux que Alléluia. Là, il y a un travail, il y a une récurrence sur le travail du bleu et du rouge qui est super présent dans ton cinéma au niveau de la lumière, mais ici c'est même incarné dans les costumes des comédiens. Tu vas très loin avec ça, et je voulais savoir, c'est à quel moment en fait que tu décides d'aller dans un cinéma comme ça, aussi ligne claire, comme ça, aussi dans une certaine évidence, une certaine, un certain dépouillement en fait. Message from the King a été de nouveau une expérience très très difficile, surtout sur la post-production. Le tournage s'est plutôt bien passé, hein. J'ai aimé follement travailler avec Chadwick Boseman. L'expérience s'est plutôt bien passée, même s'il y a eu parfois des difficultés. C'est une autre manière de travailler. J'étais un peu seul. J'aurais voulu partir avec Dacos. C'était compliqué. Il n'avait pas le prestige d'aujourd'hui. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour lui d'avoir la carte, les unions, tu sais, tout ça, c'était un peu difficile pour lui d'être avec moi.
Donc je me suis retrouvé seul. J'ai pu quand même imposer mon chef-op, Monica Lewenskaya, qui est devenue aujourd'hui une star de la pub, hein, qui était très très jeune, pas très jeune, mais en tout cas qui n'avait pratiquement pas fait de long métrage. J'avais vu sa bande, démo, j'avais vu un premier film dont le titre m'échappe, mais j'avais vu des pubs, des clips. C'est une chef opératrice polonaise, et donc je l'ai rencontrée plusieurs fois. J'ai réussi à l'imposer, et Dieu merci, parce qu'on a été très solidaires pendant le tournage et on s'est très très bien entendus. On a réussi à faire des choses compliquées ensemble, dans un contexte qui était très compliqué, avec le soutien de Chadwick Boseman, mais qui n'était pas encore Black Panther. Donc, si tu veux, c'était quand même c'était un acteur, certes, qui était en devenir, mais qui n'avait pas le pouvoir d'imposer complètement ses vues. Même si nous étions dans un film indépendant, modeste, 10 millions de dollars à Los Angeles, pour eux, c'est vraiment un film qui coûte rien, quoi. Donc le tournage s'est plutôt bien passé, la post-production elle devient compliquée. Il faut être très politique, ce que je ne suis malheureusement pas. Je me retrouve vraiment dans des situations difficiles, ça se tend. Pour faire court, il y a 2 studios. Il y a Iwan qui veut une typologie de film, un peu comme dans le film avec Liam Neeson. Taken, c'est ça. Ils veulent cette typologie de film. Et David Lancaster, que je connais depuis longtemps, qui était chez Bold Film, il m'a approché plusieurs fois avant, avec qui j'ai eu plusieurs projets, qui lui était le producteur exécutif du film et qui voulait un Neo-Drive. Il voulait un film un peu comme Drive. Donc voilà, je pense qu'on était entre 2 eaux. C'était très très tiraillé. On ne s'est pas entendu. En post-production, on ne s'est pas du tout entendu. Et même les producteurs ne s'entendaient pas. Et donc finalement, c'est Iwan donc c'est le financier qui a mis le plus d'argent, qui a récupéré la mise. Et donc moi j'ai le souvenir, parce que je revivais un peu une sorte de trauma après École 45. Donc je me disais, mais non, il faut que je reste, il faut que je tienne. Et donc le matin, j'arrivais, les monteurs, mon monteur était viré, était remplacé, et puis 3 jours après, c'était un nouveau monteur. Enfin, j'ai quand même vécu des choses qui étaient très, très douloureuses, plus les problèmes techniques, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc ça a été très long, très long. Et au début, tu vois, il me faisait voyager en première classe. À la fin, j'étais vraiment dans la soute, quoi. Je te jure, il voulait plus me voir. J'étais vraiment dans la soute à bagages. Il disait, mais putain, mais casse-toi, reste chez toi, reste en Belgique, viens plus nous emmerder. Et ce qui aurait pu peut-être me sauver, ça aurait été une sélection à la quinzaine, dont il a été question, parce que Alléluia avait été à la quinzaine, donc j'avais sympathisé avec Edward Weintraub à l'époque, et donc j'arrêtais pas de dire à Edward, écoute, franchement, si tu sélectionnes le film, j'aurai la main mise, je reprendrai un peu de pouvoir et je pourrais imposer mes certains choix. Et finalement, la quinzaine ne l'a pas pris, et là vraiment, j'ai vu la tasse, parce que le film a été complètement repris en main par Iwan. Ils ont refait des musiques dans mon dos. Vincent Cahet avait beaucoup travaillé sur la musique. Il y avait vraiment des choses incroyables, et le pire, c'est que le musicien américain, qui est pas un mec désagréable en plus, hein, j'ai rien contre lui, mais lui, il a carrément repompé certaines musiques de Vincent, qu'il a remis à sa sauce. Donc Vincent a été très frustré de cette expérience, moi aussi. T'en parles avec Manuel Chiche dans tout à fait. Bourré. Tout à fait, ouais, tout à fait. Voilà. Par contre, je suis resté très ami avec Chadwick, que j'aimais beaucoup, qui était un type incroyable. D'ailleurs, un jour, on était en post-production, il m'a proposé Black Panther, il m'a dit, tu veux pas faire Black Panther avec moi? Et là, j'ai fait, mais enfin, t'es fou, quoi, je pourrais jamais faire ça. Je vais être malheureux. Et je vais être malheureux. Et quand je dis ça, parfois, les gens me disent, mais tu te rends compte un peu, tu auras un manoir, tu auras un château en Espagne, là. Mais bon, je pense que jamais j'aurais pu faire un truc pareil. Jamais, jamais. Et puis, je pense qu'ils m'auraient jamais validé en tant que blanc. Ça aurait été impossible, finalement. Mais c'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel, Chadwick. Vraiment. Et une des réussites du film, je trouve, la manière dont tu le filmes. Ouais. Je trouve que tu lui donnes une présence. Ouais. Pour moi, à part dans le film de Brian Egeland que j'avais vu auparavant, je trouve c'est ce que je retiendrai de sa filmo, tu vois, de sa courte filmo malheureusement, mais plus que Black Panther, tu vois. Moi, je trouve qu'il a un charisme dans ton film qu'il n'aura pas dans d'autres films, quoi. Mais je peux vous assurer qu'il y avait un film à faire qui aurait pu exister, parce que j'ai tourné les choses. Je ne pourrais jamais reprendre mon montage
mon montage final à moi. Même à un moment donné, il était question de faire la post-production à Bruxelles. Et donc j'ai fait travailler tous mes camarades sur le film. Et à un moment donné, les Américains ont paniqué, donc ils ont tout rapatrié à Los Angeles. Et donc je suis reparti là-bas faire le mixage et la fin du montage là-bas avec le nom m'échappe, mais c'était le monteur de John Woo sur Face Off. Son nom m'échappe, mais il a été super, hein, mais il a vraiment bricolé le film pour en faire voilà, un objet commercial. Et donc je pense qu'on s'est retrouvé avec un film bâtard. Et c'est bien dommage parce que quand mes collaborateurs qui ont travaillé sur le film à Bruxelles ont vu le produit final, ils ont fait la gueule. Hein. Je me dis, mais enfin, c'est complètement fou, quoi. Il y avait vraiment des choses... c'était un peu plus lent, peut-être, mais c'était, à mon avis, plus intéressant. Vraiment. C'est très dommage. Mais je pense que j'ai pas bien géré l'affaire politiquement. Tu vois, il y a des années, j'étais à Beaune avec Manuel Chiche et Manuel m'a fait la joie de dîner avec Park Chan-wook. Il sait à quel point j'adore Park Chan-wook. Vous avez mangé du poulpe, hein? Non, on a bu beaucoup de vin surtout. Et lui, putain, il picole. Et donc il était avec sa traductrice parce qu'il parle pas anglais ni français. Et on est à table et on boit, hein, franchement, on boit beaucoup. Hein, il est vraiment, on boit beaucoup. Et pendant le repas, je lui demande à un moment donné, je lui dis, mais parce qu'il venait de faire ce film avec Nicole Kidman aux États-Unis. Stalker. Voilà, c'est ça. Et je lui dis, mais pourquoi toi tu vas aux États-Unis faire un film alors que très franchement, tes films vont à Cannes en sélection officielle, tu gagnes des prix, t'as un box-office de dingue en Corée. Pourquoi est-ce que tu t'aventures sur des films quand même compliqués avec Nicole Kidman, surtout qu'il a eu des problèmes et il n'était pas très content du film. Et il m'a dit un truc que j'oublierai jamais, il m'a dit parce que pour le risque, et puis quand tu réussis un film aux États-Unis, avec tous les problèmes que ça engendre, en fait, si tu le réussis, ça veut dire que tu es un des meilleurs réalisateurs du monde. Et je pense qu'effectivement, être un bon technicien, ce n'est pas suffisant aux États-Unis. Il faut être vraiment un fin politicien pour arriver à ces fins, ou en tout cas avoir beaucoup de chance la première fois, et après s'entourer, comme tu vois par exemple le clan Nolan ou le clan Eastwood, ou, tu vois, c'est des gens qui s'entourent. Mais c'est très compliqué aujourd'hui dans l'industrie américaine. Mais elle me fait plus du tout rêver. Hein. Encore moins aujourd'hui, vu l'état du cinéma américain, quoi. Elle ne fait plus rêver grand monde. Non. Il y a une récurrence dans tes films du traitement des scènes de violence. Si ton cinéma est profondément passionné, je dirais peut-être pas romantique, mais en tout cas, en revanche, dans tes scènes de violence, il y a une forme d'âpreté, de radicalité. Je voulais savoir comment tu appréhendes, en fait, parce que c'est quand même une récurrence dans ton cinéma, d'être extrêmement expéditif en fait, dans ces scènes de violence. Elles sont âpres, c'est vraiment brutal. Comment tu les appréhendes, en fait ? Il y a un côté même laborieux, je dirais. C'est dur, la violence, pour les personnages dans tes films. Parce que la violence, je pense qu'elle est dure et laborieuse et expéditive. Et je me souviens, c'est peut-être la seule chose que je retiens de Colt 45, c'est ma collaboration avec Nick Gould. Nick Gould, qui est un ancien SAS, qui est le technical advisor de Michael Mann, qui a designé la scène de fusillade de Hit. Et donc, c'est Fatih Bédiar qui me parle de Nick Gould à l'époque, et il me dit, il faudrait avoir sur Colt, Nick, il faudrait l'avoir. Donc, je me mets en tête d'aller chercher Nick Gould, et je vais même jusqu'à l'Angleterre, là, je ne sais plus dans quel patelin il est, mais j'ai été à Londres, j'ai loué une bagnole, j'ai été jusqu'à chez lui, j'ai été lui parler, et je crois qu'il m'a dit, la première chose, il m'a dit, je ne fais pas de film français. Et je lui ai dit, mais je suis belge. Et je pense que sa femme m'a plutôt bien aimé. Et finalement, il a décidé de faire le film. Un tarif ridicule, parce que lui, c'était vraiment des tarifs de dingue. Et donc, il a passé un peu de temps, et donc il a vu la débâcle avec Joey Starr et tout ça, etc. Mais il avait un mantra, c'était la violence, c'est « quick is clean, clean is quick ». Parce que je pense que c'est aussi un SAS, tu vois. Enfin, c'est quelqu'un qui a été au feu. Et donc, qui a vu le feu, qui a vu la mort en face. Et il me disait toujours ça. Il me disait, regarde chez Michael Mann, c'est quick and clean. Et en fait, on peut le voir, par exemple, tout le travail qu'il a fait avec
Avec Tom Cruise dans Collateral, on voit les scènes de violence qui sont orchestrées de manière magistrale. Jusque dans le mouvement c'est de l'acteur. Ça. Quoi. Tu vois, c'est absolument exceptionnel. Donc ça m'a beaucoup impressionné. J'y pense encore toujours. Je pense que Nick est un peu vieux maintenant, mais c'est sûr que je me pose même la question, j'aimerais pouvoir l'emmener au Congo, parce que, croyez-moi, sur la brutalité, là-bas, on va être servi. Mais je ne sais pas dans quel état il est aujourd'hui. Mais ça, c'est quelque chose, en fait, sur l'âpreté. Je ne veux pas esthétiser la violence. Je n'ai jamais voulu esthétiser la violence. Même si je suis fasciné, je dois bien l'avouer, il y a une vraie fascination pour la violence, mais ce qui me fascine, c'est la violence qui me paraît authentique. C'est tout ce qui me paraît authentique, en fait. Quand c'est, par exemple... qui va être malaisante, en fait, pour le oui, spectateur. c'est ça. Quand elle paraît sale, quand elle fait mal, quoi. Mais avant de passer à la deuxième partie de l'émission, je propose qu'on écoute justement un extrait de la musique de Adoration qui a été composée et dirigée par Vincent Cahe. On vient donc d'écouter un extrait de la musique d'Adoration par Vincent Cahe. Comment se passe le travail avec lui et notamment, on a remarqué, maintenant qu'on va parler un petit peu plus de Mal d'Aurore, que de nouveau, comme la lumière, la musique a parfois une fonction narrative dans votre cinéma. Là, en fait, la musique dans Mal d'Aurore va lier deux espaces clos, voilà, un motif qui va revenir à des moments clés du film. Est-ce qu'il écrit la musique pendant le tournage ? Est-ce que, comme Sergio Leone, vous faites écouter les morceaux sur le plateau ? Enfin, voilà, comment ça se passe avec lui ? Bon, alors Vincent Cahe, déjà, c'est comme mon frère. Tu vois, on se connaît depuis qu'on a 14 ans. Je suis le parrain de son fils. On est très, très proches. Et puis surtout, Vincent, parce que j'ai fait le conservatoire avec lui à Liège. Vincent est resté à Liège. Mais on ne s'est jamais perdu de vue. Et il a toujours voulu faire de la musique. Et même, je me souviens, quand on était ado, il se mettait au piano. J'ai pas l'alarme facile, on va dire, mais il m'a toujours profondément touché. Il y a quelque chose chez Vincent, il y a une nostalgie chez lui dans son expression musicale qui me touche vraiment particulièrement. Donc j'ai toujours emmené Vincent sur les projets. Et là, maintenant, je me vois pas faire un film sans Vincent. Donc ce qui se passe, c'est que très souvent, notre manière de travailler est la suivante, c'est que je lui parle, parce qu'on se voit, c'est une bande, on est tous une bande, on se voit, tu vois, tous les Manus, on se voit relativement souvent. Mais quand je vois Vincent, quand je vais à Liège ou quand il vient à Bruxelles, quand on va bouffer, etc., je lui parle du projet. Et puis je lui fais lire toujours la première version. Je lui envoie des thèmes musicaux, beaucoup, et il commence à travailler de son côté. Et puis il m'envoie généralement une dizaine ou une quinzaine de pistes. Et là, je lui dis, ça. Alors, je reviens parce que j'ai parfois une idée, tu vois, qui tombe sur un mouvement classique ou des choses comme ça. Donc, on communique tout le temps. Donc, c'est vraiment une communication. C'est une conversation qui ne s'arrête jamais. Et généralement, même la plupart du temps, j'ai une masse de pistes, de tracks avant le tournage. Je dois avoir une trentaine de titres. Il y a des choses qui, parfois, sont définies à certains moments, d'autres pas. Et dans le montage... Après, il y a des choses qui s'opèrent. C'est-à-dire qu'on travaille sur les pistes. Par exemple, sur Mal d'Aurore, Nico Lenen a détricoté certains morceaux pour les rendre Lenen, ton monteur. Le monteur, ouais. Pour, tu vois, accompagner certaines scènes
pour rendre en fait encore plus cet aspect analogique des années 90 qui traverse tout le film. Donc Vincent voit certaines scènes, voit certains montages, retravaille dessus. Donc si tu veux, c'est un mouvement sans arrêt. Par exemple, le thème sifflé de Mal d'Aurore, qui est assez entêtant et qui revient 3 fois dans le film. Ouais, et dont beaucoup de gens me parlent. C'est vraiment une expérimentation. On avait un thème. Je revois Le Mercenaire de Sergio Corbucci avec mon fils. J'appelle le lendemain Vincent, j'ai dit « Essaye de siffler le thème pour voir. » Il nous envoie 2 heures plus tard le thème sifflé. On tombe par terre, quoi. On tombe par terre. On est vraiment... Et donc, d'un coup, le thème sifflé devient le thème du film qui apparaît à des moments, exactement comme tu dis, 3 fois, à des moments très opportuns. Et qui les lie, en fait. Complètement. Et donc, il y a aussi la construction en post-production et l'apport réel et la vision de Nico Lenaine, le monteur, et qui n'est pas le moindre des monteurs, sur la musique, en correspondance réellement aux grandes articulations dramaturgiques du montage et du film. C'est un film dont tu parlais que tu as mis, qui trottait depuis 15 ans dans ta tête. Est-ce qu'il avait une forme définie? C'était plus une envie de traiter de cette page-là de l'histoire, ou il y a eu d'autres itérations, d'autres formes de récits que ce qu'on connaît avec Mal d'Aurore? Non. En fait, c'est sûr que j'avais l'envie de faire un film de cette histoire, mais je ne savais pas comment. D'abord parce que c'est tabou, que j'aime bien aller là où ça fait mal, et puis surtout parce que ça me paraissait indispensable. Je voyais quand même de manière assez atterrante le fait qu'aujourd'hui, à 30 ans, cette sordide affaire nous a tous bouleversés, et il n'y a rien qui a été fait. Ça me paraissait complètement ahurissant, alors que les Anglais, les Américains, après 2 ans, 3 ans, ils en auraient fait un film. Donc ça me semblait presque une nécessité. Je pense que la première fois que j'y ai pensé, c'est que je devais avoir vraiment 25 ans, 26 ans. Bon, bien sûr, j'étais beaucoup trop jeune. J'avais pas du tout les épaules ni la texture. Il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'échecs pour envisager en tout cas le film. Et puis surtout, c'est le point de vue. C'est quand j'ai trouvé le point de vue. Là, ça m'a complètement libéré. Et je pense que ce qui m'a libéré aussi, c'est Once Upon a Time in Hollywood. C'est-à-dire que Once Upon a Time in Hollywood, que j'ai vu à répétition, qui est un film qui m'a complètement fasciné, mais vraiment fasciné, hein, vraiment. Pour moi, c'est le plus grand film de Tarantino, parce que c'est aussi c'est un film de réconciliation. C'est un film de foi pure, méta dans le cinéma, dans l'objet du cinéma, et de penser, en fait, de penser les plaies. Et donc, c'est un film qui m'a marqué, profondément fasciné. Et à un moment donné, quand j'ai trouvé le point de vue, je me suis dit, mais je peux faire ce que je veux, en fait. Et je ne suis pas obligé d'être littéral. Et je peux réinventer l'histoire. Je peux en faire une tragédie, je peux provoquer moi aussi une catharsis. Bon, alors, je n'ai pas le talent de Tarantino, ça c'est sûr, mais je pouvais en tout cas essayer de faire quelque chose. Donc avec Domenico, on a beaucoup parlé de ça. Et on a essayé de réinventer, en même temps, en étant très, très factuel, tu vois, sur la Belgique des années 90, sur cette région très particulière qui est Charleroi et tout le Hainaut, mais particulièrement Charleroi, qui est une ville que j'ai découvert et qu'aujourd'hui j'aime, mais vraiment passionnément. Hein. C'est une ville j'adore cette ville, quoi. Je la trouve fascinante. Mais ça a été un travail d'immersion. Mais je pense que sans le point de vue, j'y arrivais pas. Hein. J'y arrivais pas, en tout cas, j'y arrivais pas à construire comme ça. Et donc, forcément, il y a une relation à ce que j'étais, au jeune homme que j'étais, au jeune homme impulsif que j'étais à 20 ans. Alors, bien sûr, je viens pas du même milieu social, mais j'ai l'impression, moi, alors je sais pas ce que ça va donner là, dans quelques semaines, à la sortie du film, j'ai l'impression que c'est vraiment un film de rupture. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est opéré en moi, comme une espèce de changement. Je veux être beaucoup plus libre dans ma manière de travailler. Je veux aussi être beaucoup... Enfin, j'ai une résistance beaucoup à l'émotion. J'ai toujours eu, par pudeur, en fait. Là, j'ai l'impression de m'être libéré, quand même, émotionnellement, de beaucoup de choses. J'ai l'impression, pour la première fois, d'être en capacité d'ouvrir mon spectre de manière concrète et plus large. Alors, bien sûr, le sujet m'aide, parce qu'il est profondément populaire, et qui cristallise mon envie de cinéma populaire.
au sens purement noble du terme. Mais on verra comment ça va se passer. Mais c'est sûr qu'il y a un avant et un après. Je pense que je ne ferai plus jamais des films comme j'ai fait avant Maldoror. Ça me paraît sûr. Donc, il y aura, tu vas nous dire, mais il y aura un processus qui va continuer sur les films suivants, au-delà, parce que tu parles aussi de zone d'ombre par rapport au sujet que tu as envie d'aborder par rapport à un certain angle. Tu évoquais le rexisme déjà dans Inexorable. Avec Maldoror, tu t'attaques aussi à une zone d'ombre de l'histoire du cinéma belge. On a compris que le suivant allait dans cette lignée-là. On peut imaginer que tu vas emprunter cette voie-là encore ? En tout cas pour les deux suivants. C'est-à-dire que ça paraît toujours un peu pompeux, mais c'est l'idée de faire une trilogie sur les fantômes de la Belgique. C'est-à-dire que je trouve que ce pays est un pays profondément malade, qui n'est plus une nation, en fait. Je pense qu'aussi l'affaire Dutroux nous a précipités dans cette fragmentation nationale. Hein. Le fédéralisme nous a poussés, oui, encore une fois, dans tout ça. C'est-à-dire qu'on voit bien, la Flandre s'autogère, Bruxelles s'autogère, et la Wallonie fait ce qu'il peut, quoi, fait ce qu'elle peut. On n'est plus du tout une nation. On n'a jamais vraiment été une nation. Hein. C'est vraiment très étrange, ce pays. On a été violé par la France, violé par la Hollande à répétition. Et puis à un moment donné, on se dit au milieu du 19e siècle, on va créer ce petit pays tampon pour rééquilibrer les grandes forces européennes, le protectorat anglais. Enfin, il y a quand même... Et puis après, il y a le coup de bol du caoutchouc et de Léopold II qui fait que ce pays s'enrichit d'une manière absolument insensée. Et nous, on s'achète une conscience, en fait. Et on s'achète une identité. L'affaire Dutroux nous replonge, en fait, dans une sorte de séparatisme terrible, parce que je pense, moi, que tous les traumas, et l'affaire Dutroux est un trauma, tous les traumas qui ne sont pas soignés, nous défigurent, en fait. Un trauma, normalement, il faut le confronter, analyser les responsabilités, juger les coupables si on peut, et avancer, tu vois, en société, quoi. Ce qu'on ne fait pas. Les gamins ne savent plus, même mon fils ne savait même pas qu'il y avait une guerre des polices dans les années 90. Tu vois, on en est là. L'histoire du Congo, par exemple, des mains coupées, la barbarie, l'exploitation du caoutchouc, ça n'existe pas dans les écoles. Le rexisme, ça n'existe pas dans les écoles. Enfin, il y a quand même un gros problème. Donc ma volonté modeste, mais quand même avec beaucoup d'ambition et beaucoup de panache, c'est de faire une trilogie autour de ces sujets qui nous appartiennent, qui sont nous. Alors, ça ne va pas changer la face du monde et encore moins de la Belgique, mais voilà, ça contribue en tout cas dans l'effort identitaire. Mais tu vois, cet effort identitaire, c'est le mien aussi. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai plus de 50 ans, j'essaie de comprendre aussi ce que je branle en tant que Belge, qui je suis. C'est quoi cette Belgique ? C'est quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'on est ? Est-ce que je suis français ? Est-ce que je suis allemand ? Je suis quoi, en fait ? Dans quelle identité je suis véritablement ? Et comme les Diables Rouges jouent comme des patates, et qu'on est reparti comme en 1990, avec une équipe terrifiante, qui a la loose complète, il n'y a plus rien, en fait. En plus, ça s'accrochait à rien, quoi. Non, c'est vrai, hein. Tu veux dire que toute ta trilogie est définie par l'échec de la Belgique au foot ? Presque. Presque, parce que j'en suis malade. Non, mais par contre, c'est un truc qui inscrit ton cinéma à côté de tout ce cinéma. Alors, tu as dit, et on s'accroche à tes propos, tout ce que tu penses de l'appellation cinéma de genre, mais c'est aussi un peu ce qui inscrit ton cinéma à côté du reste du cinéma de genre francophone. Oui. C'est cet ancrage belge-là, et ouais. Je pense que c'est important. C'est de plus en plus important pour moi de parler Alors, il y a deux choses. C'est que aujourd'hui, les sujets que j'aborde, je veux qu'ils soient plus grands que moi. J'en ai marre de parler de mes petites névroses, de mes petites obsessions. Je pense que je m'en fous, en fait. Et puis, au plus ça va, au moins je suis narcissique, en fait. Donc, je veux pouvoir me confronter à ce qui me dépasse complètement. Ouais, mais puis ça t'empêche pas de faire les deux. Non, mais oui. Mais je veux parler de moi, mais aussi de mes compatriotes qui sont dans le même état que moi. C'est-à-dire que mon voisin, là, en face, il est flamand. Culturellement, je partage rien avec lui.
On s'entend bien, mais on parle anglais ensemble. Et c'est ce que souvent mes amis parisiens ne comprennent pas, c'est que je leur dis, mais moi, les gars, moi, je suis comme vous, j'ai la même culture que vous, j'ai grandi en regardant les mêmes choses, la même littérature, je suis culturellement français. Pourtant, je suis belge. Et mon voisin, il est flamand, il est belge comme moi, on a la même carte d'identité, on vit dans la même ville, on est voisins, mais on parle quand on se voit, on parle en anglais. Vas-y, va comprendre un truc comme ça. Et tout le monde s'habitue à ça. Enfin, et pourquoi, en fait? Et je pense aussi qu'une des conséquences de l'affaire Dutroux, c'est une accélération, entre autres choses, hein, bien sûr. Mais c'est une accélération, en fait, de ce processus de fragmentation de notre propre identité, de qui on est. Pour revenir plus spécifiquement au film, donc film de rupture, tu l'as dit, c'est la première fois, si je ne m'abuse, que tu tournes en numérique? Absolument. Sauf qu'il y avait un précédent avant, qui était La Passion selon Béatrice, qui est un film... avec le chef-op de Mektoub My Love. C'est ça, avec Marco Grazia-Plena, qui est devenu un ami, que j'aime beaucoup, Marco, qui m'a appris beaucoup de choses. Tu parlais justement qu'avant Maldoror n'aurait pas été Maldoror si tu n'avais pas tourné La Passion de Béatrice. Ouais. Oui, parce que Marco m'a appris beaucoup de choses. C'est le chef opérateur de Keshish. Et donc, j'ai toujours nourri une fascination pour le cinéma de Keshish. Vraiment, je pense que c'est le plus grand directeur d'acteurs au monde. Hein. Bon, même si aujourd'hui, il a énormément de difficultés à tourner et même à sortir ses propres films, parce qu'il a 2 films en gestation qui sont à les frigos, là, enfin, c'est vraiment hallucinant. Mais j'ai vraiment une admiration pour Keshish folle, vraiment. C'est vraiment un metteur en scène qui m'électrise. Et Marco m'a raconté un petit peu, voilà, je n'ai rien à voir avec lui en tant que metteur en scène, hein, mais Marco m'a raconté comment Keshish travaillait, ce qui est assez fascinant. Un peu comme Albert Serra, tu vois, comme Pacifiction, c'est-à-dire qu'il met des caméras partout, il y a un dispositif qui est très étonnant. Bon, Keshish use visiblement beaucoup les acteurs, il les fait travailler, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à vraiment le fait qu'ils soient dépossédés d'eux-mêmes, et c'est là où il arrive à toucher cette grâce. Donc, nous, notre procédé sur La Passion selon Béatrice était très différent, c'était suivre Béatrice sur les routes d'Italie, en quête de Pasolini, on faisait des rencontres, etc., mais Béatrice, c'est un peu comme ma sœur de cinéma, c'est-à-dire qu'on partage, on a une intersection, c'est la passion, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui nous anime tous les deux. Marco m'a appris certaines choses avec le numérique, même si on était à 3 caméras. Donc il y avait une caméra Super 8, il y avait 2 digitales, tu vois, on tournait un peu de manière... Même pas à 4 dans la conversation avec Ferrara. Tu tournes même pas à 4 caméras, t'as pas 4 On est à 2 caméras. 2 caméras. On est à 2 caméras. Là, j'ai même pas de casque, j'entends rien. Enfin, peu importe, c'est pas très grave. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé une espèce de liberté à travailler avec ce dispositif-là, plusieurs caméras, pour atteindre ce que j'espère être une meilleure authenticité. Quelque chose qui soit moins dogmatique, moins rigoureux, moins rigide dans ma manière de faire de la mise en scène. Et je me souviens d'une scène où Marco m'a dit « mais continue à faire parler les acteurs ». Effectivement, ils ont parlé pendant des heures. Et moi, je dis à Marco « ok, c'est très bien, je pense qu'on l'a ». Il m'a dit « non, fais-le encore une fois ». Et là, je l'ai annoncé aux acteurs. On l'a fait une dernière fois. Ils m'ont dit « mais non, mais j'ai rien si on l'a refait ». Et là, effectivement, ils étaient tellement fatigués qu'ils ont été absolument incroyables. Et ça m'a fait vraiment beaucoup cogiter. Il se trouve aussi que j'avais vu dans l'entretemps Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, qui est un film que j'aime beaucoup, et j'étais certain que c'était en Super 16, et j'apprends que c'est en digital. Et là, j'appelle Dacos et je lui dis « mais t'as vu le film ?» Il me dit « oui, enfin, les couleurs primaires sont incroyables, sauf peut-être dans les extérieurs, mais il me dit « mais je connais le mec qui a fait l'étalonnage, on peut travailler sur la lutte et je pense qu'on peut pousser encore les blancs et les noirs. » Ce qu'on a fait. On a travaillé comme ça. Et donc, on a fait énormément d'essais. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais absolument travailler en digital, ce qui me facilitait la vie, parce que le tournage de Maldoror a été quand même relativement court pour l'ampleur du projet. C'est un plus gros budget, mais l'ampleur est tout autre, quoi. C'est ça, complètement. C'est 1 heure de plus, quasiment, que la plupart de tes films précédents. Mais avec beaucoup plus de personnages et beaucoup plus de lieux. Tu vois, d'habitude, souvent, mes films sont quand même assez intimes. Là, il y a énormément de clans, il y a beaucoup de décors, il y a des reconstitutions. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses.
Et donc on a fait beaucoup d'essais avec Dacos, et puis à un moment donné, je me suis libéré en fait de mes propres dogmes, hormis la lumière, hein, bien sûr, mais j'ai voulu être beaucoup plus libre pour investir encore plus les acteurs. Justement, ta lumière, comment tu la travailles? Si tu as beaucoup plus travaillé à 2 caméras sur Maldoror, comment tu la travailles justement, un éclairage à 2 cams? Comment tu travailles une radicalité de ta lumière que tu peux avoir sur un tournage monocaméra, mais qui est peut-être plus difficile à... Ben, c'est dans l'approche documentaire, tu vois, dans toute la première partie du film, on est presque dans une approche documentaire. Je parle du mariage, tu vois, toute la mission catholique. Et tu vois bien qu'on est dans quelque chose qui est pratiquement documentaire. Donc, jusqu'au point même que les acteurs et les figurants oublient qu'il y a les caméras. Donc, je demande au dispositif d'opérateur d'être le plus discret possible. On organise le mariage, tout le dispositif du mariage comme un vrai mariage, parce qu'on est entouré par toute la communauté italienne qui célèbre les mariages, les baptêmes, les enterrements, enfin ils font ça très régulièrement. Donc ils ont leur habitude, et donc on se met dans cette disposition-là avec les gens du coin qui s'inscrivent et qui à un moment donné oublient. Comme on est assez discret, les caméras sont assez petites, tu vois. Enfin, donc parfois, moi, j'interviens, je fais reprendre des choses, mais ça se passe comme ça. Et donc, la lumière, elle est assez naturaliste, en fait. Presque même néo-réaliste. Toute l'approche du film, du début du film, était dans une mouvance néo-réaliste. Et je pense que c'est quelque chose que je vais pousser encore plus loin dans le prochain film. Et pour revenir à Maldoror, tu vois bien que dès que au milieu du film, dès qu'on bascule un peu dans l'obsession, il y a quelque chose qui est un peu plus orchestré. Les teintes ocre et bleues qui se répondent. C'est ça, qui est un peu plus cinéma. Et là, c'est peut-être mon seul regret, c'est que parfois, j'en ai fait un peu trop. Il y a beaucoup de choses qui ont été gommées au montage, mais... je voulais pas faire des beaux plans de cinéma. Je voulais lever vraiment le coude sur les plans de grue ou ces conneries-là. Enfin, je voulais investir complètement les acteurs. Je voulais investir le fond. Je pensais que j'avais pas besoin. Parfois, c'était un peu la guéguerre avec Dacos qui préparait des longs rails avec des plans de grue, etc. Je lui disais, mais je le mettrai pas, Manu. Et donc, il le faisait, et puis finalement, ils sont pas dedans. Mais on a compris, enfin, je pense que je peux faire autrement. Tu vois, il y a une bascule, en fait, à partir du deuxième tiers, une bascule qui est un peu plus expressionniste. Et je ne suis pas sûr que je vais réitérer ça de manière aussi flagrante. Cette bascule-là, tu veux dire au sein du même film? Ouais. Justement, j'en profite, hein, moi, personnellement, donc, le film colle très fort aux faits divers, en fait, jusqu'à justement ces 2 tiers, où là, on bascule plus dans l'obsession et où tu te permets beaucoup plus de décoller, en fait, de l'enchaînement des faits voilà, qui sont connus par certains plus que d'autres. Et à partir de là, moi, j'avais presque une lecture du film comme étant un peu plus mentale, en fait. Ouais. Possiblement se passer, enfin voilà, être dans la tête de ce jeune inspecteur joué par Anthony Bajon. Donc comment est-ce que tu as tout le truc du réseau, etc., dont on ne sait pas trop si ça s'est réellement passé, etc. Donc toute cette dernière partie du récit, comment est-ce que tu as décidé, toi, de justement prendre la tangente par rapport au réel, et pourquoi est-ce que tu le fais? Prendre la tangente à partir du réel, à partir de l'arrestation, en fait. Tu parles des faits. Ouais. Même stylistiquement, comme on en parlait, ouais, stylistiquement, il y a aussi quand même à partir de l'arrestation de Dieu. Oui. Parce que je pense que je rentre un peu plus dans le mental du personnage, dans son obsession, dans son impuissance. Le film est assez pluriel au début, il est très très singulier vers la fin. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans cette névrose qui l'emmène au bord de la folie, en fait. Il y a des choses qui étaient peut-être un poil plus composées, effectivement. Et au niveau des faits, je bascule dans l'Uchronie, c'est sûr, à partir du moment où de Dieu s'échappe.
à mon avis. On bascule plus de Dieu qui est la transposition du trou dans le film. C'est ça. Là, on bascule vraiment dans une sorte d'uchronie. Mais finalement, moi qui ai passé beaucoup de temps dans les dossiers, et dans les méandres de cette histoire complètement sordide, je pense qu'on n'est pas si loin de l'affaire, très sincèrement. Et je pense que même, on n'est vraiment pas très loin. De toute façon, ça s'inscrit aussi pour moi, le film s'inscrit aussi dans un rapport que tu as à la Belgique, de battre en brèche en fait une certaine belgitude qui est cultivée jusqu'à l'excès, entre guillemets, pour se dédouaner justement de confronter quelquefois le réel et à un moment de se dire non, il y a quand même des problèmes politiques derrière tout ça, quoi, au-delà d'un fait criminel, quoi. Oui, je ne sais plus qui me disait ça hier, mais je trouvais ça assez passionnant. Il me disait, à propos de l'affaire Mazan, il me disait, mais qui aurait imaginé un truc pareil si ça n'avait pas été filmé ? Moi, je pense que l'affaire du trou... bon, alors, je ne veux pas faire le complotiste de bas étage, mais il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Qu'il y ait eu protection, c'est sûr, c'est certain. Ça commence comme un fait divers assez basique, et ça termine comme une affaire d'État. C'est quand même une histoire qui a failli faire basculer des fondamentaux, la Constitution belge, quoi. Enfin, franchement, s'il n'y avait pas eu la dignité des parents, ce pays était à feu et à sang. Donc c'est quand même quelque chose de très troublant. Il y a des combats qui me touchent éminemment. Le combat d'Aimé Bille, même si je pense qu'aujourd'hui, il est devenu un peu comme mon personnage. Il est obsédé d'une manière très... Ça l'a gangréné. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose, il y a un discernement qui est plus là. C'est pour ça que tu mets Nosferatu à un moment dans l'obsession du personnage. Oui. Il y a un côté où ça le bouffe. Ça le consomme. Complètement. C'est vraiment, il est consumé par ça. Moi, pour être tout à fait franc aujourd'hui, je veux en sortir de cette affaire. Parce que ça m'a vraiment... Mais... ça t'a consumé toi aussi. Oui, ouais, c'est pas la fête, quoi. C'est pas la fête. Mais par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les avant-premières, c'est discuter avec les gens, c'est écouter les gens. Parce que ce que j'aimerais que les gens comprennent bien, c'est que c'est pas un film qui est fait pour diviser, c'est vraiment un film qui est fait pour soigner. Bon, le film divisera toujours, parce que forcément, le sujet est hautement inflammable et tellement émotionnel, mais j'ai vraiment fait ce film pour essayer de soigner, pour... le Paul Chartier, même malgré tout ce qu'il traverse, tout ce qu'il perd, il garde cette intégrité. Ben, c'est une intégrité que, modestement, j'aimerais rendre au peuple. Parce qu'on nous a volé. Il y a vraiment un déni de justice. Je pense qu'on nous a volé. Je pense que le populaire a été volé dans cette histoire. Et je pense que cette région de Charleroi et la région du Hainaut et la région de Liège a souffert encore plus que les autres. En tout cas, la population fragile de ces villes. On voit bien à quel point c'est profond, quoi, ce trauma. On nous a moqués, on nous a piétinés, on nous a vraiment moqués, alors qu'on n'a pas l'apanage des histoires sordides en Europe et dans le monde. Hein. Y a les disparus de Lyon, il y en a d'autres. Hein. Il y a Fourniret, franchement. Mais je ne sais pas pourquoi chez nous ça a pris cette proportion-là. Il y a une honte qui s'est installée, il y a quelque chose de profondément sale qui nous entache. Et je pense que c'est mon devoir, moi, en tant que cinéaste. Hein, encore une fois, je suis ni juge ni avocat, mais mon devoir, c'est avec le cinéma, de rendre. En tout cas, j'espère que les gens qui vont voir le film vont se sentir un peu plus fiers, même si c'est pas évident à la première vision, mais parce qu'il y a forcément toujours une forme d'ambiguïté. Je le vois bien quand les gens sortent du cinéma, ils sont toujours un peu mais voilà, c'est vraiment mon intention. C'est pas du tout de diviser, quoi. Mais ce qui peut diviser justement en voyant ton film, c'est quand tu t'attaques à un fait divers comme celui-là, la question de la monstration, de jusqu'où est-ce que je vais aller dans l'horreur, qu'est-ce que je vais montrer. Tout ça, c'est vraiment, c'est central. Il y a le changement de point de vue aussi là-dessus. Hein. Tu disais le point de vue est super important, le point de vue de ce jeune gendarme. Donc voilà, comment est-ce que toi, tu as décidé à certains moments de changer de point de vue et du coup de peut-être flirter davantage avec l'horreur? Où est-ce qu'était la limite, en fait? Je pense qu'il fallait rendre compte de tous les clans. Déjà, le point de vue me permettait d'être moralement, je pense, irréprochable. C'est-à-dire que je ne voulais jamais verser dans le crapoteux.
Je voulais jamais être dans les caves avec les gamines, ni voir les parents des victimes, que je respecte infiniment. Je voulais rester dans le point de vue, mais par contre, il me fallait me donner le spectre de la grande histoire, quand même. Tu peux pas tout laisser hors champ à un moment. Non, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a cette scène de Calipo, par exemple, dans le coffre de la voiture, dont on me parle beaucoup. Bon, je me suis fait plaisir avec cette scène, parce que c'est une scène que j'ai aimé tourner, on s'est amusé, etc. La scène dans le van avec les gamines était autrement plus difficile et autrement plus pénible à représenter, à fabriquer. La scène du Calipo était plus dans ce que j'aime faire, vous voyez bien. Mais il me fallait une scène qui montre en fait la débilité de ces gens, quoi. L'horreur crasse. Mais c'est ça, c'est des rednecks en fait. C'est vraiment, ils sortent de Massacre à la tronçonneuse. Ces types-là, Dutroux, Lelièvre, Weinstein, c'est des débiles mentaux. J'ai aucune fascination pour ces tarés. Pour eux, enlever des gamines et les violer dans les caves, c'est exactement la même chose que voler des bagnoles, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas de... tu vois, il n'y a pas de différence. Donc il me fallait à un moment donné des scènes de violence, d'éclats de violence. Pour désacraliser aussi le personnage. Oui, complètement. Parce que je ne voulais pas rentrer dans une espèce de timidité par rapport au personnage. Je ne voulais pas être impressionné par le personnage. Et je ne voulais surtout pas qu'il devienne un objet de fascination. Encore moins. Parce que c'est vraiment un pauvre mec. Vraiment. Hein. Et donc lui faire porter le chapeau de toute l'affaire, le prédateur isolé, franchement, c'est lui donner beaucoup, beaucoup de crédit à ce pauvre monsieur. C'est pour ça aussi justement que contrairement à beaucoup de tes films qui seraient, on va dire, presque des films monoculaires, comme pourrait le dire Schrader, qui sont des films centrés quasiment sur un seul point de vue ou sur celui d'un couple, là tu ouvres ton récit. Oui. Alors je pense qu'il y a le parallèle que tu construis entre les deux sortes de familles. Cette famille que cherche à construire ce jeune inspecteur qui n'a pas de famille et qui essaie d'en recomposer une, et cette famille de dégénérés qui est celle du clan de Dieu, quoi. Absolument. C'était vraiment ça. Non, mais vraiment, c'était ça. Tout est assez clanique, en fait. Il y a plein de clans. Il y a les milieux de la prostitution de Charleroi. Même si c'est effleuré, mais je pense que c'est suffisamment intégré et incarné. Parce que le travail des acteurs a été... il y a eu un travail de casting qui a été opéré. Et je pense qu'il a été bien opéré parce que même s'ils ont 2 scènes, ils existent. J'ai l'impression qu'ils existent. Ils font pas téléfilm, tu vois. Ils font pas fake. Et donc l'obsession vraiment sur le film ici, c'était l'authenticité. Que j'aurais été honteux de pas rendre justice, en tout cas à cette population, à la population de Charleroi, notamment dans la première partie du film. Tu vois, enfin, je devais être avec eux. Et moi, je viens pas de Charleroi, donc il a fallu que je traîne un petit peu à Charleroi, que je m'immerge, comme j'adore faire. Hein. Et donc j'ai pris. Tu vois, j'ai sucé le sang de Charleroi, en fait, le sang de Charleroi, et je l'ai intégré à mon corpus, quoi. Et pour trouver le bon réglage entre les acteurs professionnels et les acteurs non professionnels, pour que tout ça reste complètement homogène, avec des acteurs très très différents les uns les autres, mais j'ai l'impression que Murgia en renard, on y croit, Berroyer en pseudo-Nioul, on y croit, quoi. Enfin, et puis on a un plaisir de cinéma direct en plus. Ça, c'était vraiment c'est un enjeu vraiment compliqué, quoi, de rendre justice et d'être authentique. Notamment sur le prochain, tu vois, le Congo des années de la fin du 19e siècle. Là aussi, c'est le lingala originel, le sabir que parlaient les esclavagistes arabes. Il va falloir être... Il y a un gros travail d'authenticité. Alors, ça reste du cinéma, mais il faut qu'on y croie. Il y a une chose aussi qui est très réussie, je trouve, dans ton film, au-delà effectivement de cette immersion au niveau de cette communauté de Charleroi, communauté italienne, c'est comment la ville de Charleroi, tu sens, est présente. Elle est inscrite, elle est inscrite dès le générique de ton film, où tu as toutes ces images en surimpression d'architecture, où tu as l'impression qu'ils sont tous prisonniers d'une certaine manière, parce que c'est le cas aussi de ce jeune flic, prisonnier de leur environnement à un moment. Mais Charleroi est une ville qui n'a pas bougé, qui est figée dans le temps, comme certains quartiers de Liège. Charleroi, c'est pire. C'est comme une ville qui est figée dans le temps. Comment veux-tu que les gens avancent ? Comment veux-tu qu'ils évoluent ? Après, c'est l'histoire. Hein. Quand on pense qu'au milieu du 19e siècle, Charleroi était la 2e ville la plus riche du monde. La chute est terrible. Hein. C'est terrible.
Et ce qui, moi, me fascine toujours, c'est que c'est une ville qui ne bouge pas. Il y a encore les vestiges du passé, ce métro, tu vois, défiguré, qui est laissé à l'abandon à tout le monde. Les pipes qui traversent Charleroi, qui sont complètement abandonnées. Comment veux-tu que les gens avancent, même s'il y a des efforts politiques pour faire bouger la ville, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans le bon sens. Faire une qu'est-ce qu'ils veulent faire là dans le centre de Charleroi? Ils veulent faire une passerelle, ouais, ça, je sais pas quoi, enfin avec des bateaux, des restaurants. Enfin, tu vois le centre, une Riviera. Tu vois, je pense que c'est ça qu'ils veulent faire. Et alors, tout le quartier des putes, en fait, aujourd'hui, est devenu un monument à la gloire du capitalisme et du libéralisme. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour la population de Charleroi, quoi? Enfin, je sais pas. Je suis quand même très troublé par certains choix politiques dans la ville. Et urbanistiques. Oui. Fabrice Duwels, merci beaucoup. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup de cet entretien. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Merci. Merci Fabrice. Et donc Mal d'Aurore sortira le 15 janvier en France 22, oui. et le 22 janvier en Belgique. Voilà, donc allez le voir, un film vraiment qui marque un précédent dans ta carrière et qui, on l'espère, saura ravir le plus grand nombre. Un vrai polar. Une fresque belge. Une fresque, voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup Manu, merci beaucoup Lucien. Et merci beaucoup chères auditrices, chers auditeurs, et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête. Maman, c'est pas notre boulot. Tu dors pas, tu manges pas. Paul, tu peux rien faire. Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur. Ça pue là. C'est terminé, Chartier là. Non, mais non, mais putain. La petite, elle a besoin de toi. Je suis fou de nuit avec leur chouette dans la tête. T'es un flic, tu peux rien en faire.